à vous les journalistes qui êtes présents cet après-midi. Monsieur le vice-recteur Yorana, Madame Tomasini Yorana, Samantha, Monsieur Segura Yorana, merci d'être présents avec moi cet après-midi. Alors, comme il a été annoncé vendredi lors de l'intervention du monsieur le haut-commissaire et de notre président de la Polynésie française, toutes les écoles de la Polynésie française, que ce soit du premier degré ou du second degré, ainsi que les établissements de l'enseignement privé, sont fermés depuis ce matin. Nous accueillons uniquement que les enseignants à l'intérieur des établissements scolaires de manière à travailler sur la continuité pédagogique que la DG2E et toute son équipe a préparé déjà en amont depuis la semaine dernière. Par contre, nous avons maintenu dans nos établissements scolaires et essentiellement dans les internats tous les internes qui sont placés dans des internats. Alors, ils sont accompagnés dans la journée par nos maîtres d'externat et dans la soirée, comme habituellement, par nos maîtres d'internat, pour eux aussi pouvoir bénéficier de la continuité pédagogique. Et nous avons aussi maintenu les sites de vaccination à l'intérieur des établissements scolaires. Ce matin, c'était la situation du lycée Paul Gauguin. Nous avons aussi réouvert les centres d'accueil des internes Covid+. Les internes qui sont Covid+, sont maintenus aussi. Nous avons réouvert nos centres d'accueil. Et nous travaillons bien évidemment, comme d'habitude, avec la direction de la santé scolaire et l'Union polynésienne de jeunesse pour encadrer nos jeunes qui sont installés dans les centres communautaires. Un centre d'accueil, comme l'année dernière à nouveau, est ouvert depuis ce matin sur la commune de Piré. C'est un centre d'accueil pour les enfants du personnel soignants. Donc, ils sont encadrés par une association de jeunesse aussi qui va travailler avec eux sur la continuité pédagogique et surtout de manière à ce que les parents ne s'inquiètent pas, en tous les cas en ce qui concerne le personnel soignant. Je vais laisser peut-être un petit mot à monsieur le vice-recteur. Juste des petits mots de complément. Nous travaillons ensemble sur ces nouvelles problématiques, parce que nous sommes confrontés à de nouvelles problématiques. Certaines sont anciennes et nous les récupérons par ce qu'on appelle le rétex, vous le savez, le retour d'expérience qu'on a pu capitaliser, et ça n'est pas d'hier, hein, c'était préparé parmi nos équipes, y compris en partenariat les équipes de la DG2E et du vice-rectorat. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que le principe énoncé par la ministre le jour de la pré-rentrée vaut encore aujourd'hui. En 1, vous vous rappelez la sécurité. Donc en 1, la sécurité, elle est non seulement sanitaire, mais elle est aussi sécurité éducative, sécurité pédagogique. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, ces nouvelles problématiques dans les établissements scolaires sont l'affaire de tous, je le redis, à la suite de la ministre. Il faut saluer le travail des enseignants, on pourra vous préciser un certain nombre de choses, des professeurs principaux, des CPE, des infirmières, des assistantes sociales. Tout le monde est à poste, y compris bien entendu les chefs d'établissement, proviseurs principaux, directeurs et l'ensemble des corps d'inspection du premier et du second degré qui échangent au quotidien avec les situations locales. Parce que je ne veux pas déflorer les éléments à suivre, mais évidemment, tous les établissements ne se ressemblent pas et ne sont pas dans les mêmes écosystèmes locaux, n'ont pas les mêmes ressources. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Voilà, Madame la Ministre, notre... Merci, Madame la Ministre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'adresse particulièrement aux parents d'élèves et aux enseignants qui sont sur le pont pour assurer cette continuité à la fois pédagogique et aussi éducative. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc si les écoles sont fermées pour les élèves, les écoles restent évidemment ouvertes pour les équipes qui sont en ce moment en train de travailler. L'objectif de cette continuité pédagogique et de cette continuité éducative est de maintenir le lien entre l'élève qui a quitté l'école et puis l'école
de manière à préparer dans les meilleures conditions le retour de l'élève après cette période d'isolement. Alors qu'est-ce que c'est que la continuité pédagogique? C'est un certain nombre de choses. D'abord des ressources, et je vais détailler ces ressources. C'est ensuite un accompagnement, et enfin c'est une aide. Que ces ressources soient disponibles, à la fois pour des familles connectées et qui ont le matériel pour imprimer les documents contenus dans ces ressources, mais aussi, n'oublions pas, pour les familles qui n'ont rien, qui ne sont pas connectées et qui n'ont que peut-être un livret papier. Donc pour l'ensemble de cette population de parents, nous avons travaillé sur une période de 15 jours, de manière, comme je l'ai dit, à maintenir ce lien. Donc la première ressource, ce sont des liens en ligne, qu'on appelle des Padlet, on aura l'occasion d'y revenir. Et à l'intérieur de ces Padlet, il y a plusieurs éléments. Des éléments, on va dire, scolaires, on va dire pédagogiques. Ce sont des livrets, une dizaine de pages, voire une quinzaine de pages, sur le principe un peu du journal de vacances, où l'élève, ou l'enfant, pourra travailler avec l'aide de ses parents à raison d'un exercice, d'une activité par jour. Donc 10 pages, renseignés, nourris par des conseillers pédagogiques, en rapport avec la période scolaire. Donc c'est en début d'année, on revoit un petit peu ce qui s'est fait l'an passé. Ce sont également des exercices à trous pour que l'élève puisse répondre à ces exercices, mais c'est surtout des activités, c'est surtout des moments récréatifs également. Tout ça dans ce Padlet, dans ce qu'on appelle le cahier d'activités pédagogiques, le CAP. Donc une ressource en ligne, mais une ressource aussi imprimable. Ce CAP, ces 15 pages, ce petit journal, va être imprimé. Et j'aurai l'occasion ensuite de revenir sur ce mode de distribution que mettent en place les équipes dans les écoles. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau Padlet. À côté de ces exercices, de ce petit cahier d'activités, vous avez des conseils donnés aux parents. Ces conseils, c'est des conseils très pragmatiques dans le métier que sait faire le parent, c'est-à-dire parent d'élèves, puisqu'un parent ne s'improvise pas enseignant, c'est un métier à part, avec sa technicité et sa professionnalité. Donc ces conseils portent simplement sur des choses très pratiques. L'élève va aider le parent à mettre la table, va aider à débarrasser, va ranger sa chambre. Tous ces petits travaux, ces petites activités qui placent l'élève en situation de responsabilité et qui participent aux apprentissages que l'école porte également. Donc un cahier d'activités, des conseils aux parents d'élèves, puis troisièmement des ressources comme par exemple des extraits de romans, des extraits de récits, en réo, mais aussi en français. Donc un panier, un éventail d'activités en ligne pour l'élève et pour le parent d'élève. Pour le parent qui n'est pas connecté, pour le parent qui n'a aucun matériel pour imprimer, les équipes se mettent au travail actuellement pour imprimer un livret de 10 à 15 pages qui sera distribué par le biais de drive-in, c'est-à-dire de distribution selon un calendrier et selon un planning échelonné à partir de mercredi. Donc mercredi, les parents qui n'ont aucun moyen de se connecter pourront se rendre dans les écoles et pourront récupérer ce petit livret qui sera remis par l'enseignant de la classe. Voilà donc le premier niveau de ressources. Je vais donc m'inscrire dans ce que Serge Segura et Samantha viennent d'expliciter. Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, parents, enseignants et élèves. Alors nous nous retrouvons dans une situation que nous avons déjà vécue, mais cette année, le contexte est un petit peu différent, c'est celui de la rentrée scolaire. Et ça a déjà été un peu dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier pourquoi nous mettons en place cette continuité pédagogique et éducative. C'est donc ici dans un but de construire ce lien pédagogique entre l'école, les enfants, les familles, les élèves, les professeurs et entretenir ce lien pédagogique parce que ce qui est très important, c'est que nos élèves puissent revenir en classe dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Alors du côté du second degré, nous avons également travaillé en partenariat avec le premier degré, la DG2E, pour donner aux enseignants un cadrage
avec des recommandations qui sont déjà parvenues aux chefs d'établissement et aux enseignants. Et ce cadrage, en fait, ça a été d'abord pour rassurer nos enseignants, leur certifier que nous étions près d'eux pour les accompagner dans la réactivation d'éléments que nous avons déjà vécus lors du dernier confinement, mais surtout en leur disant de prêter attention au fait que nos élèves, Samantha l'a déjà dit tout à l'heure, venaient juste de rentrer en classe et qu'il était important de mettre en place des activités qui permettent aux élèves d'être accrochés aux activités proposées, aux apprentissages qu'ils doivent construire. Et pour cela, donc, nos recommandations de l'inspection pédagogique qu'on a relayées aux chefs d'établissement, qui sont ceux qui coordonnent le travail des enseignants, ça a été de faire en sorte que les enseignants proposent des activités qui privilégient le sentiment de réussite chez l'élève, des activités qui, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Segura, doivent également être attractives, motivantes. Elles s'inscrivent bien sûr dans ce qui est à construire tout au long de l'année scolaire. Je voudrais encore une fois rassurer les parents, nous ne sommes qu'en début d'année scolaire, mais les enseignants sont très attentifs à ce que les bases, les fondements soient installés progressivement, même hors de la classe, même à distance, pour que les élèves puissent ensuite revenir et s'inscrire dans des apprentissages qui vont les amener aux examens pour certains ou dans la classe supérieure à la fin de l'année scolaire pour les autres. Alors ces activités, comme lors du dernier confinement, doivent être réalisables par l'élève à la maison, avec les parents quand ils le peuvent, éloignés de l'école, éloignés de l'enseignant ou également en distanciel. Donc on a vraiment, comme dans le premier degré, les deux modalités. Ceux qui sont bien connectés, qui peuvent bénéficier de ressources en ligne, hein, comme ce qui est affiché là, et puis ceux qui ont des moyens de connexion un peu moins efficaces et qui, alors ici pour garder bien sûr toute l'efficacité, peuvent bénéficier d'activités qui vont être sous version papier et qui seront bien sûr disponibles pour les parents. Et puis, dans ces activités, nous avons recommandé aux enseignants d'être extrêmement explicites, comme nous l'avons fait les fois précédentes, c'est-à-dire que l'élève, tout seul à la maison, il faut qu'il sache exactement ce qu'il a à faire. Donc, il faut vraiment que ces activités soient très claires pour les parents également. Et enfin, ça a été déjà aussi un peu dit, le temps de la maison, ce n'est pas le temps de la classe. L'enseignant est un enseignant, le parent est un parent. Donc il faut là aussi que les enseignants, avec leur chef d'établissement, soient très attentifs à coordonner le travail pour faire en sorte que les élèves aient pas trop peu de travail à faire, mais pas trop de travail non plus. Donc on essaye de leur demander de respecter cet équilibre. Cette question sur les périodes de stage en entreprise pour les élèves qui sont dans l'enseignement professionnel et technologique. Donc ces périodes de stage, quand elles le peuvent, elles vont bien sûr être repoussées. C'est la première des solutions envisagées. Et puis il faut savoir que nous avons eu malheureusement déjà l'expérience de ces stages, ce qu'on appelle nous dans notre jargon PFMP, période de formation dans le monde professionnel et dans le milieu professionnel. Et ce qui est important, c'est que si les stages sont repoussés ou que certains ne pourraient malheureusement pas avoir lieu, c'est qu'en classe, les professeurs ont appris à donner à leurs élèves des activités qui soient le plus proche possible de l'enseignement professionnel qu'ils auraient pu avoir en entreprise et également du monde de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on y fait, mais également ce que c'est qu'une entreprise. Donc les enseignants savent déjà comment remédier au mieux à cette situation, mais la première solution, c'est bien sûr d'essayer de repousser ces stages. Et qui est une question évidemment que tout le monde se pose, hein. Derrière l'évaluation, on met énormément de choses. Alors déjà, premier élément, bien sûr, on est en début d'année, donc les évaluations
pour les 2 semaines de fermeture des écoles et des établissements aux élèves externes et demi-pensionnaires, ça va être bien sûr de ne pas proposer d'évaluation notée aux élèves. En revanche, et là je vais être très claire là-dessus, l'évaluation c'est un acte pour un enseignant qui est essentiel, parce que quand on donne quelque chose à faire à la maison, on a besoin après de savoir quelles sont les acquisitions des élèves, pour pouvoir repérer bien sûr les difficultés et essayer d'y remédier. Donc ce type de retour, plutôt que de parler d'évaluation, on va parler de retour sur ce que l'élève fait, est important. Donc il ne faut pas non plus s'étonner de voir par exemple des enseignants demander aux élèves « mais qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on a vu ?» C'est important pour l'acte d'enseignement. En revanche, pas d'évaluation notée pendant ces 2 semaines de confinement. Monsieur Segura, une dernière précision sur la continuité pédagogique. Ensuite, on va pouvoir passer aux questions. Très bien, donc on revient au premier degré. Et quand je dis premier degré, je m'adresse évidemment aux parents des élèves de maternelle, d'élémentaire, de primaire, mais aussi aux élèves de CJA et aux parents des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire aux élèves en situation de handicap. Tous ces élèves sont concernés par la continuité pédagogique. Alors, deuxième étage de la fusée, deuxième niveau d'intervention, c'est le contact entre l'école et le parent d'élève. Ce contact peut être téléphonique, mais peut être aussi par le biais de mail, par le biais de visio. Ça, c'est en fonction de l'équipement dans la famille. Alors, le contact téléphonique, ce qu'il n'est pas, ce n'est pas un cours en ligne. L'enseignant ne va pas faire cours par téléphone à l'élève. Ça dure 3 minutes, 3-4 minutes, le temps de faire cuire un œuf à la coque. Et qu'est-ce qu'on y fait? Pendant ce temps, d'abord on écoute. On écoute ce qui se passe, on écoute l'ambiance. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que l'enfant peut parler sans être interrompu? On lui demande comment il va. On lui demande en fait ce qui se passe. On lui demande ensuite, on rassure l'enfant, on rassure sa famille, on revient sur une activité qu'il a particulièrement appréciée, on la commente cette activité, on entretient avec lui une relation à la fois de confiance et surtout on le rassure. Et puis pour terminer, ces 3 ou 4 minutes, on s'adresse à la famille et on lui demande un petit peu comment ça se passe, s'il y a des questions pratiques, soit éducatives, soit pédagogiques, à laquelle l'enseignant peut répondre. Donc c'est bien l'enseignant de la classe dans laquelle est inscrit l'enfant qui aura ce contact téléphonique à raison de 2 fois par semaine. Téléphonique, mail, visio, autre.